Esprit libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand sujet d'actualité. Et ce jeudi, nous avons le plaisir de recevoir le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui viendra nous parler de son manifeste contre l'islamisme, ne rien céder. Et nous avons également le plaisir de recevoir Michael Prazan, spécialiste des frères musulmans, auteur de Le Hamas et ses idiots utiles. C'est aux éditions de l'Observatoire. Comment ne rien céder à l'islamisme? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Bruno Retailleau et Michael Prazan. Bruno Retailleau, Michael Prazan, bonjour. Bonjour Alexandre Vecchio, bonjour Michael Prazan. Bonjour à vous deux. Ravi de vous recevoir et de faire les présentations. Une émission dédiée à la lutte contre la menace islamiste. Michael Prazan, vous en êtes un spécialiste. Monsieur le ministre, vous venez de faire paraître un manifeste contre l'islamisme, ne rien céder. On va en parler pendant cette heure d'émission, mais d'abord, une question d'actualité. Dans votre livre, vous définissez l'islamisme comme une menace existentielle pour la France. Le pays est aujourd'hui endeuillé par la mort d'Abou Bakr Cissé, tragiquement assassiné dans une mosquée. Est-ce que face à cette menace existentielle islamiste, il y aurait une menace existentielle qui pourrait peser de la même nature sur les musulmans dans ce pays? Je pense que la première chose à faire, c'est de bien distinguer la menace. La menace, ce n'est pas la présence sur le sol français de nos compatriotes musulmans. La menace, c'est clairement l'islamisme politique qui professe justement une idéologie en instrumentalisant une religion, mais qui voudrait justement embarquer tous nos compatriotes français, donc musulmans, avec eux. Et la première précaution à prendre, vraiment, et j'essaie de le faire comme ministre de l'Intérieur, c'est d'indiquer à nos compatriotes musulmans que la France, c'est la République, c'est la laïcité. Et que moi, je me bats comme ministre de l'Intérieur, mais aussi ministre des cultes, comme vous pouvez le savoir, pour que chacun puisse avoir cette liberté de conscience, croire ou ne pas croire, mais aussi cette liberté de culte, de pouvoir exercer sa foi, la pratiquer de façon sereine, calme, pour peu, évidemment. C'est la limite, qu'elle respecte les principes de la République. Et moi, je pense qu'il faut d'abord poser cette question-là, parce que précisément, une des stratégies de l'islamisme politique, c'est d'embarquer toute cette communauté des musulmans, des croyants musulmans, comme s'ils n'étaient pas français, mais d'abord et avant tout musulmans. Et pour le coup, vous avez parlé de la menace islamiste, mais est-ce qu'il y a un risque d'engrenage justement face à cette menace? Certains ont qualifié effectivement le meurtre d'Abou Bakr Cissé de meurtre islamophobe, dont le Premier ministre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était le bon terme, en tout cas, le terme qu'il fallait utiliser? Alors c'est un terme que je n'utilise pas, c'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas, c'est un terme d'ailleurs que les représentants du culte musulman en France n'utilisent pas non plus. Nous utilisons le terme d'anti-islamisme. Pourquoi? Parce que l'islamophobie est un terme précisément forgé notamment par les frères musulmans pour interdire toute critique de l'islam. Celui qui en a sans doute le premier, en tout cas le mieux parlé, en tout cas beaucoup plus que je ne pourrais le faire, c'est Salman Rushdie. Pour lui, il y avait cette liberté de critiquer une religion, comme toutes les religions d'ailleurs, parce qu'on est dans une démocratie, mais que évidemment il fallait épargner les fidèles, mais que en revanche cette liberté de pensée, de critique, incluait aussi la critique de l'islam. Et on l'a bien vu. D'ailleurs, du reste, dans une organisation qui a été dissoute il y a quelques années, CCIF, c'était, vous vous souvenez, le terme d'islamophobie qui avait été retenu. Et cet organisme a été dissous pour se reconstituer d'ailleurs en Belgique. Et l'acte anti-musulman
définit exactement les choses. D'ailleurs, on ne parle pas de christianophobie, de judéophobie, on parle d'actes anti-musulmans, anti-chrétiens ou anti-sémites. Et je pense que ça, c'est très important parce que ce sont des mots qui sont piégés et dans lesquels on veut finalement confondre la juste critique dans une démocratie des religions, ce qui est normal, et en revanche, pour ce qui concerne la terminologie qu'il faut utiliser, je préfère largement anti-musulman. C'était une erreur de la part du Premier ministre de parler d'ignominie islamophobe ? Je pense qu'en réalité, il a écrit lui-même ce tweet-là, et il y avait de l'émotion, et il a voulu dire exactement ce que je dis d'ailleurs. Hein, simplement, comme ministre des Cultes, ministre de l'Intérieur, ça fait aussi plusieurs années que je suis ces questions-là avec une grande attention. Je pense qu'en politique, plus qu'ailleurs, mais aussi quand on est attaché à la langue, les mots justes sont très très importants en matière politique, et notamment pour désigner ce qui doit être désigné comme la menace. Et quand on fait encore une fois des statistiques, le ministère de l'Intérieur en fait, on parle bien entendu d'actes anti-musulmans. Mickaël Prazan, sur ce concept d'islamophobie, est-ce que vous partagez l'avis du ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est un concept piégé? Et est-ce que vous pouvez nous en faire la généalogie, finalement, d'où il vient ce concept d'islamophobie? On a beaucoup dit que l'ayatollah Khomeini l'avait popularisé. Oui, alors monsieur le ministre a rappelé l'événement fondateur d'une certaine manière, qui est le livre de Salman Rushdie, qui lui a valu une fatwa, et que d'ailleurs j'ai rencontré il y a 3 jours, puisque j'étais avec lui à Montréal à un salon du livre. Il a failli en mourir il y a très peu de temps. Aujourd'hui, effectivement, il est borgne. Et voilà la menace, en fait, qui pèse sur une certaine forme de liberté d'expression et sur le fait de critiquer la religion. Et c'est vrai que le terme islamophobie est une forme de manipulation qui a permis à la fois d'amalgamer, et c'est très curieux pour des gens qui souvent nous mettent en garde contre les amalgames, la critique d'une religion et une haine raciale. Et donc l'islamophobie laisse entendre qu'au fond, toute critique de la religion islamique ou musulmane serait en réalité une haine raciale. Donc oui, c'est l'un des leviers sur lesquels appuient les frères musulmans. Alors le mot est très ancien, mais c'est un peu comme l'antisémitisme. Il a subi, disons, des variations de sens assez différentes, et puis il a été popularisé à partir des années 80, à partir d'ailleurs de l'implantation des frères musulmans en Occident et particulièrement en France. Et c'est eux qui l'ont popularisé. Mais vous savez, Gramsci le disait très bien avant moi, les batailles politiques commencent par des batailles sémantiques, et je crains que de ce point de vue-là, parce que le mot s'est inscrit dans l'Union européenne, à l'ONU, différents pays aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement soupçonnables de complaisance avec l'islamisme au sens le plus large, l'ont adopté. Et donc, il y a des batailles sémantiques qui ont été gagnées par les frères musulmans, et je crains que ce soit en passe d'être le cas concernant le mot islamophobie. Alors évidemment, derrière, il y a tout un déploiement de sens, c'est-à-dire l'interdiction du blasphème et d'autres choses qui sont effectivement très dangereuses dans une société qui n'est pas communautarisée comme la nôtre. L'accusation d'islamophobie, est-ce que c'est quelque chose qui peut tuer aujourd'hui ? Alors, il y a nécessairement, vous savez, on est dans une société qui est très polarisée, qui se radicalise de part et d'autre. Donc oui, il y a certainement au sein d'une frange de la population ou des populations une haine ou une crainte, puisque c'est le sens littéral du mot, de l'islam. Et d'ailleurs, nous avons... Non, mais je disais même du point de vue des radicaux, est-ce que c'est... on a vu l'affaire Samuel Paty, il avait été accusé d'être islamophobe, donc c'est un concept qu'il faut manier avec précaution, puisqu'il peut avoir des conséquences tragiques. Bien entendu, et puis ça commence aussi avec les attentats, parce qu'il y en a eu plusieurs contre Charlie Hebdo, qui évidemment subissaient le même type d'anathème. Et donc on veut mélanger les choses, on veut mélanger à la fois le droit légitime de critiquer ou de moquer une religion, et puis la haine, ou une forme de haine raciale, alors que la religion n'en est pas une, bien entendu, et tout cela crée des crispations dans la société et des phénomènes de violence.
Bruno Retailleau, on va parler de votre livre, mais encore une question d'actualité malgré tout. Sur ce drame à Boubacar Cissé, l'Assemblée nationale a fait une minute de silence en sa mémoire pour lui rendre hommage hier, c'était mercredi, et le Gérard Larcher a annoncé aujourd'hui que le Sénat refusait de faire une minute de silence. Est-ce que c'est la bonne décision? Comment vous interprétez cette décision-là? Vous avez là le tempérament de deux chambres différentes, et c'est ce qui est beau dans la démocratie bicamérale. Bicamérale, ça suffit deux chambres, le Sénat, chambre haute, et l'Assemblée nationale, chambre basse, avec des tempéraments. L'Assemblée nationale beaucoup plus éruptive, qui représente donc des électeurs et qui représente directement une population. Le Sénat, des grands électeurs. Donc vous avez deux caractères. Je ne veux pas me prononcer, je suis membre du gouvernement, donc c'est l'affaire des assemblées, évidemment. J'ai été sénateur et président de groupe vous avez peut-être une opinion au Sénat. Pour le dire complètement, je pense que le point de vue du président du Sénat, c'est que ça peut ouvrir une forme de boîte de Pandore, de concurrence victimaire et de logique de repentance à n'en plus finir, puisque... on peut pas, en plus, quand on connaît bien Gérard Larcher, franchement, on ne peut pas l'accuser d'être insensible à ces crimes et à ces meurtres. Et c'est vrai qu'à Boubacar Cissé, et j'ai rencontré un certain nombre de personnalités du culte musulman ce matin. J'avais une réunion avec eux. On n'imagine pas d'ailleurs la portée, d'un point de vue émotionnel, que ce crime abominable a pu avoir. Parce que c'était un jeune musulman, il était dans un lieu de prière, et malheureusement, c'était aussi le vendredi de la grande prière, et il y a eu un choc considérable, un traumatisme considérable, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Pas tellement vis-à-vis de l'auteur, mais c'est la victime qui compte. Et je pense qu'il ne faut pas le banaliser et que ça a été ressenti vraiment de façon cataclysmique chez nos compatriotes musulmans. Maintenant, j'ai entendu le discours de Yael Braun-Pivet, j'ai rien à en retirer. Elle a beaucoup insisté sur l'unité française. Et c'est ça qui est important. Vous savez, les islamistes veulent fracturer la France et la société française. Et malheureusement, vous avez un groupe politique, parlementaire à l'Assemblée nationale, qui cherche non seulement à hystériser le débat, à violenter le débat, mais aussi à fracturer, à diviser la France. Moi, je l'ai bien vu avec les Insoumis, qui, depuis ce week-end, ils ont réagi beaucoup plus tard d'ailleurs que je l'ai réagi. J'avais réagi, moi, dès le vendredi. Monsieur Mélenchon, c'était 24 heures après, Madame Panot, etc. Mais tout de suite, ils se sont jetés sur l'événement pour l'instrumentaliser, pour le récupérer, en me reprochant de réagir trop tard. Mais en réalité, tout ça n'est qu'un prétexte. Un prétexte précisément pour se jeter sur l'événement, l'utiliser pour draguer le vote musulman, pour faire du communautarisme. Ils abîment la France. Ils abîment la France aussi comme un de leurs membres, et d'autres aussi, c'était lors de la manifestation dimanche, qui en a appelé pratiquement à la sédition, puisqu'il en a appelé cet individu à constituer des brigades populaires, des milices privées. Ils ont chassé, là encore dimanche, un député socialiste, Jérôme Guedj, député de gauche, parce qu'il appartient au PS, qui est un parti sioniste, avec évidemment des relents antisémites concernant Jérôme Guedj. Donc on est en France et on tolère ça. Moi vous voyez, je suis stupéfait finalement de ce que les débordements de ce parti-là, de ce groupe politique, des débordements qui sont constants, en termes de violence, en termes de profanation républicaine, si j'ose dire. Je suis incroyablement surpris du fait que finalement, dans les médias, on en parle assez peu. Ça devient banal. Eh bien, pour moi, ça ne sera jamais banal. Parce que la République, ça n'est pas le communautarisme, parce que la France, c'est justement ce qui peut conjuguer. C'est d'ailleurs notre pays, et c'est ce qui est beau, c'est cet effort sans cesse recommencé qui permet de conjuguer ce qu'il y a de plus particulier dans un homme ou une femme, et de plus universel dans toutes les femmes et dans tous les hommes. Et ils trahissent en réalité l'idéal français et l'idéal républicain.
Michael Prazan, votre livre s'intitule « Le Hamas et ses idiots utiles ». Il y a justement tout un passage sur la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon dans ce livre. Est-ce que vous abondez pour le coup dans le sens du ministre de l'Intérieur et est-ce que vous parleriez d'une véritable stratégie islamo-gauchiste qui s'est encore déployée ce dimanche ? Oui, bien sûr. Il s'agit de cliver, de communautariser la France, d'opposer les communautés entre elles, avec un calcul politique qui avait d'ailleurs été inspiré, je crois, à Jean-Luc Mélenchon par Éric Coquerel, qui est, en gros, voilà, il a manqué une marge d'électeurs pour passer le cap du second tour, et les banlieues votent très majoritairement, très massivement quand elles votent pour la France insoumise, sauf qu'elles ne votent pas. Donc l'idée, c'était d'amener des populations ciblées vers les bureaux de vote et de fournir à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon la marge qui lui avait manqué. Et de ce point de vue-là, il faut bien le reconnaître, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut appuyer, notamment taper sur les juifs pour cliver et créer un antagonisme entre juifs et musulmans. Malheureusement, à travers d'un certain nombre de marqueurs, de ressentiments et autres, peut-être aussi de compétition sociale ou culturelle, ça fonctionne. Évidemment, la guerre à Gaza a fourni de l'eau au moulin. Vous l'avez écrit après le 7 octobre, en réaction à ce qui se passait. Est-ce que ça a été un tournant, ce 7 octobre ? C'était en tout cas un accélérateur, mais il me semble que le pli avait été pris déjà avant. Et après, il y a aussi la trajectoire personnelle de Jean-Luc Mélenchon, qui était très pour Charlie, qui avait fait une homélie déchirante à l'enterrement de Charb, qui était très opposé à l'islamophobie, enfin très opposé à l'utilisation du terme d'islamophobie, opposé au voile. Et puis là, c'est un changement à 180 degrés. Mais il y a peut-être aussi chez lui la révélation d'un ressentiment. Vous savez, c'est un homme très orgueilleux, très vaniteux. Je crois le fait qu'il ait été exclu ou expulsé de la manifestation naguère en hommage à Mireille Knoll, vous vous souvenez, cette rescapée de la Shoah qui avait été brutalement assassinée. Tout ça a marqué chez lui une forme de ressentiment à l'égard des Juifs ou de la communauté juive. Donc il y a aussi une forme sans doute de sincérité, au-delà de son cynisme qui est incommensurable. Vous voulez dire ? Probablement, oui. Je ne vois pas d'autre explication. Le cynisme n'explique pas tout, je crois. Après, je ne lis pas dans le cœur des gens, ni dans les âmes, mais enfin, on en est là, et effectivement, il y a, un renversement qui permet d'être, en étant antisioniste, antisémite à bon compte, et de se dire qu'on est du bon côté du manche. Donc ça nourrit aussi, ou ça alimente, disons, des soutiens au sein de la jeunesse, ou du moins d'une certaine jeunesse. Bruno Retailleau, dernière question d'actualité, mais qui est au cœur en réalité de votre livre. Vous avez annoncé votre décision de dissoudre le collectif Urgence Palestine, qui était né justement après le 7 octobre. Pourquoi cette décision et est-ce qu'il s'agit d'un collectif d'entrisme islamiste, pour poser clairement la question ? Je ne la poserai pas de cette façon-là, parce que, bien sûr, je confirme, j'ai décidé, ça fait plusieurs mois que nous y travaillons, dissoudre un mouvement de fait ou une association en France. Ça ne se fait pas comme ça, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des règles, il faut respecter, il faut accumuler un certain nombre de preuves, et nos services ont accumulé ces preuves, et ça m'a permis hier de franchir une étape, c'est-à-dire d'envoyer un courrier pour enclencher la procédure, notamment la partie contradictoire. Donc, il y a plusieurs mouvements qui vont être dissous, notamment la Jeune Garde et évidemment Urgence Palestine. Non, il faut des faits graves. Il faut des faits de violence, de l'antisémitisme, l'apologie aussi vis-à-vis du terrorisme, qui est un délit, le délit d'apologie pour le terrorisme. Vous vous rendez compte ? Je n'ai aucune obsession, mais je note quand même au passage que les Insoumis, dont je vous parlais il y a quelques instants, il y a quelques mois, avaient déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie de terrorisme. On a eu depuis Mohamed Merah Toulouse en 2012
en France, 274 morts et plus de 800 blessés qui souffrent, au moment où je vous parle, encore dans leur chair. Il m'a été donné, puisque c'était le 10e anniversaire de la commémoration des assassinats, des meurtres terroristes de 2015, 10e anniversaire, de rencontrer des familles qui ont perdu les leurs. Elles souffrent énormément. Le temps n'a rien arrangé à l'affaire. Donc, vous vous rendez compte. Donc, bon, voilà, Urgence Palestine, effectivement, est dans notre collimateur pour des faits graves que j'ai rappelés, de violence, d'antisémitisme, d'apologie pour le terrorisme. La République ne doit, de ce point de vue-là, rien laisser passer. Et depuis que je suis ministre de l'Intérieur, y compris lorsque des parlementaires qui, pour autant, ont cette bannière bleu-blanc-rouge, parfois qu'ils arborent, eh bien, je ne laisse rien passer. Pour des tweets, etc., je signale systématiquement, par l'article 40, à l'autorité judiciaire, chaque dérapage. Michael Prazan, je ne sais pas si vous connaissez ce collectif Urgence Palestine. Si vous le connaissez, peut-être nous en dire plus. Si pour vous, c'est un faux-né de l'islamisme. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'un certain nombre d'islamistes utilisent des collectifs, des associations pour finalement faire avancer leur propre agenda politique en France? Oui, et c'est d'ailleurs dans le titre de mon livre, Les idiots utiles. Vous savez, c'est une expression qu'on attribue à Lénine. Et qui définissait ou désignait en Occident les relais volontaires ou manipulés des mensonges et de l'idéologie de l'URSS en son temps, qui étaient des grands intellectuels parfois, ou des journaux, ou des militants. Et donc on a ici beaucoup de relais des frères musulmans en France. Alors il y a évidemment la maison mère qui s'appelait naguère l'UOIF, qui est devenu ensuite les musulmans de France parce que le vent a tourné à partir des années 2000-2005. Donc ils ont voulu apparaître de manière un peu moins visible comme étant liés aux frères musulmans. Et puis ce qu'a fait l'UOIF immédiatement dès qu'il s'est installé en France en 1980, c'est déployer un réseau associatif considérable, à la fois d'aide scolaire, évidemment d'organisations ou d'associations cultuelles et culturelles, bref, qui a déployé comme ça beaucoup d'associations, et ces associations sont, Urgence Palestine en fait partie, sont celles qui, dans les universités, alors que ce soit Justice, Students for Justice in Palestine, qui a été constituée dès le 7 ou le 8 octobre, ou l'EMF, les étudiants musulmans de France, qui sont directement affiliés à la centrale des frères musulmans, on réussit à embarquer des gens peut-être un peu moins militants, un peu moins informés, et tout cela a créé le chaos qu'on a connu dans certaines universités, mais pas seulement en France, évidemment à Columbia, tout ça étant évidemment lié. Mais aujourd'hui, comment dire, les frères musulmans, c'est avant tout une idée, et cette idée, elle est par nature dématérialisée, et elle s'exprime non plus nécessairement dans des organisations ou des associations très clairement constituées et reliées à une centrale qu'est l'UOIF, les frères musulmans ou autres. C'est une idée qui se déploie via des animateurs, des influenceurs sur Internet. Gilles Kepel parlait de djihadisme d'atmosphère. Est-ce que vous pourriez reprendre ce terme ou au moins parler d'islamisme d'atmosphère? Oui, enfin, je souscris à cette idée-là, effectivement. On le voit bien, d'ailleurs. Et puis, tout le monde n'est pas, comment dire, relié organiquement aux frères musulmans. Ces jeunes femmes qui se mettent à porter le voile le font parfois innocemment, pensant souscrire à un impératif religieux. Et elles ne voient pas que tout ça sert la stratégie des frères musulmans qui veut absolument marquer l'espace public pour montrer et compter ses forces et en même temps gagner en influence, parce que c'est une forme de prosélytisme aussi. Et la loi contre le voile à l'époque l'avait très très bien compris. Enfin, la loi contre les signes religieux l'avait très très bien compris. Le voile, c'est toujours le premier marqueur quand les frères musulmans tendent à s'imposer dans un pays? À mon avis, il y a trois grands leviers lorsqu'il s'agit, si vous voulez, de gagner en influence
dans les pays où les musulmans sont minoritaires. Le premier, c'est la victimisation, et la victimisation via le terme d'islamophobie en est un. C'est évidemment, et ça c'est fondamental, parce que c'est déjà dans le manifeste en 50 points de Hassan al-Banna en 1936 en Égypte, c'est-à-dire vraiment le fondateur des frères musulmans, c'est le voile, l'importance du voile, et surtout l'importance, le symbole que représente la question des femmes dans cette idéologie. Et puis, l'autre marqueur, c'est évidemment l'interdiction du droit au blasphème. Et après, à côté de ça, il y a un certain nombre, disons, d'éléments qui servent à une forme d'agite-propre, réclamer du halal, réclamer des salles de prière, bref, tout faire pour à la fois utiliser, comme l'a très bien dit d'ailleurs Bruno Retailleau dans son manifeste, ce qui fait notre spécificité, notamment celle de notre laïcité, pour la retourner contre nous. Et d'une certaine manière, ça fonctionne. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui sont motivés, qui sont prosélytes et qui croient en ce qu'ils font. J'avais interviewé Mahmoud Rozlan, qui était le porte-parole des Frères musulmans en Égypte, en 2012, et il me disait quelque chose qui donne à réfléchir. Il me disait, vous les Occidentaux, vous avez cru dans le communisme et vous pensiez que pour qu'il fonctionne, il fallait qu'il ait conquis la planète. Et ensuite, vous avez opté pour le capitalisme et vous avez pensé que pour qu'il fonctionne, il fallait que le monde soit entièrement capitaliste. Pourquoi voudriez-vous que nous, qui pensons que notre idéologie est la meilleure pour le monde, nous pensions autrement ? Bruno Retailleau, ce livre, Ne rien céder, manifeste contre l'islamisme, c'est un discours que vous avez prononcé à Londres. C'est plus modeste qu'un livre. Hein. Oui. C'est un manifeste. C'est un manifeste, voilà, exactement, que j'ai prononcé parce que j'avais été invité à Londres par un think tank qui invite beaucoup, et notamment en Europe et au-delà d'ailleurs. Et c'est à partir du discours que j'ai prononcé que nous l'avons traduit aux éditions d'Observatoire sous cette forme de manifeste. Vous avez tout de même choisi du coup de le traduire, de le publier. Donc la question c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi ce manifeste ? Pourquoi cette volonté d'affirmer que c'est un combat prioritaire ? Et est-ce que d'ailleurs selon vous c'est le combat prioritaire aujourd'hui pour la France ? C'est pas seulement selon moi, je me souviens très bien, une des grandes directions du ministère de l'Intérieur, qui est la direction des renseignements territoriaux, son directeur faisait dans un journal du soir, il y a quelques mois, une interview, et le journaliste lui avait demandé quelles sont les menaces qui pèsent sur le pays. Il en avait retenu deux. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé à ce poste d'ailleurs. Hein. Et il avait retenu le narcotrafic et l'islamisme. Je pense que c'est toujours le cas. Je pense que beaucoup de Français croient qu'en réalité, on en a terminé avec le djihadisme dans sa forme violente, les attentats. Certainement pas. On le voit bien, on l'a vu en Autriche, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Inde sous une forme qui est sans doute un peu différente, mais on n'en a pas terminé. Demain, il peut y avoir un attentat, on s'est réarmé, l'État s'est réarmé. Très bien. Est-ce que la menace, elle est simplement une menace de basculer dans la violence, ou est-ce que c'est une menace tout simplement culturelle, de changement de régime, de changement de valeurs Exactement. Hugo Micheron, lorsqu'il y a quelques années, il avait interrogé dans leur cellule de prison un certain nombre de terroristes, il lui disait qu'en réalité, cette action violente n'avait pas abouti, était contre-productive, exactement, et qu'il faudrait sans doute jouer avec le temps, avec d'autres formes précisément d'action. Or moi je pense qu'il y a ce djihadisme terroriste, il y a aussi ce qu'on peut appeler le séparatisme. Alors le séparatisme, il a une visée, c'est de créer des petites contre-sociétés islamiques un peu partout sur le territoire pour séparer finalement nos compatriotes musulmans de la communauté nationale. Et puis, il y a pour moi, c'est la matrice idéologique d'ailleurs des frères musulmans, il y a pour moi, après le djihadisme violent, après ce séparatisme, l'entrisme. L'entrisme, c'est très différent, il est beaucoup plus difficile à combattre, parce qu'il est beaucoup plus insidieux. L'agenda elle-même, la matrice, d'ailleurs, ce sont les frères musulmans avec Al-Banna qui ont créé vraiment la matrice de l'idéologie politique de l'islamisme. Et cette matrice, elle reste la même. Il s'agit de faire basculer tout un territoire, pas seulement un petit bout de la société française, mais l'ensemble de la société française sur son territoire d'origine, dans la charia. C'est son agenda, mais dans une temporalité qui est très très longue, avec toujours cette idée de l'infériorisation de la femme, avec de l'antisémitisme, etc., etc. Mais les moyens sont différents. Les moyens, c'est la subversion, c'est la dissimulation.
c'est un discours très lisse, très arrangeant en réalité, et qui va s'approprier nos valeurs de liberté, de tolérance, pour les retourner contre nous. Et ça peut faire du mal. En réalité, il y a une organisation assez petite, une confrérie secrète, pyramidale, qui cherche à contrôler et à entrer, c'est pour ça qu'on parle de l'entrisme, des centaines d'associations sportives, culturelles, sociales, des listes au municipal, des lieux de culte aussi, mais c'est un mouvement anti-républicain, subversif, dont il faut évidemment se méfier. Pour moi, c'est une vraie menace, parce que c'est une menace, encore une fois, parce qu'elle est subversive, qui se dissimule et qui utilise notre langue. J'ai pris, je crois que je l'ai noté, il me semble, dans le petit manifeste, c'est Al-Karadoui, c'était il y a une vingtaine d'années, je pense, qui avait eu d'ailleurs cette phrase qui est très révélatrice, qui dit tout d'ailleurs de la stratégie des frères musulmans. Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. C'est donc l'utilisation de nos propres valeurs, retournées comme un gant, et contre notre société. Ils utilisent la langue de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais dans un autre sens, pour essayer de nous tétaniser et pour essayer justement d'infiltrer toute la société française de façon très, très, très méthodique. Mickaël Pradon, est-ce que vous souscrivez à cette définition? Il faut rappeler que vous êtes le spécialiste des frères musulmans en France. Peut-être un rappel historique, finalement. Je ne suis pas un théoricien, je suis intérieur. Donc, comment s'installe historiquement peut-être cette idéologie? Et effectivement, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, en quoi peut-être elle se distingue d'une idéologie salafiste ou djihadiste qui déboucherait directement sur la violence? Parce que vous allez nous le dire, mais je crois que les frères musulmans n'excluent pas la violence pour autant. Ils ont une autre stratégie, mais ils n'excluent pas la violence quand c'est nécessaire à leurs yeux. Ils adaptent leur stratégie en fonction des territoires visés et des situations du moment. Dès 1928, lors de la création en Égypte par Hassan al-Banna, qui était un enseignant de la confrérie des frères musulmans, il constitue son mouvement politique comme un parti politique, et d'ailleurs qui est très inspiré des mouvements fascistes européens à l'époque, dans sa structure, dans ses slogans, dans, disons, la fonction attribuée au chef. Et en même temps, il crée un organe souterrain, clandestin, qu'on appelle l'appareil secret, qui lui est d'ailleurs en partie financé à l'époque par le parti national-socialiste, les nazis allemands. D'ailleurs, c'est toujours assez savoureux d'entendre dire qu'il serait de gauche. Bon, c'est un parti ou un mouvement qui est structurellement inspiré par évidemment une vision très fondamentaliste de l'islam et une lecture très littérale du Coran, et en même temps par des mouvements politiques fascistes, nazis en l'occurrence. Et donc, en Égypte, il va tenter de gagner le pouvoir via son parti politique. Et puis, quand ça achoppe, eh bien, on provoque des attentats terroristes. Les frères musulmans ont assassiné 2 premiers ministres en Égypte. Et ils ont toujours marché sur ces 2 jambes-là, sachant par ailleurs qu'on veut toujours, on essaye, ou parfois on croit distinguer des groupes très violents, terroristes, comme Al-Qaïda des frères musulmans. En réalité, les fondateurs d'Al-Qaïda sont tous issus des frères musulmans. Donc, c'est une vision djihadiste du frérisme, qui avait d'ailleurs été en son temps théorisée par la grande figure des frères musulmans, qui est Saïd Qutb. Et voilà, lorsque ça achoppe d'un point de vue politique, ils peuvent basculer directement dans la violence. Et puis Daesh est une métastase d'Al-Qaïda, née en Irak, etc. Donc on a toujours les 2 mouvements qui alternent, encore une fois, selon les situations. Mais vous citiez Al-Karadoui, qui était effectivement le grand émir des frères musulmans, qui dictait un certain nombre de préceptes depuis le Qatar, depuis la chaîne Al Jazeera, où il avait une
une émission qui s'appelait La Charia et la vie. Il avait dit, voilà, concernant l'Europe, nous opterons davantage pour le prêche que pour le glaive. Mais tout ça peut changer, encore une fois, selon les époques. Alors, en ce qui concerne les salafistes, il n'y a pas de différence. L'islam des frères musulmans est un islam salafiste, mais les salafistes sont venus très tard à la question politique. Ils avaient opté pour le prêche dans le cas des quiétistes, et puis pour le djihad dans le cas des plus combattants. La seule différence, en réalité, qu'il y a entre les frères musulmans et les salafistes, c'est ce que monsieur le ministre notait tout à l'heure, c'est-à-dire la question du temps, du temps long, sans doute. Ils s'inscrivent effectivement... ils sont peut-être un peu plus pressés. Voilà. Les frères musulmans jouent sur un temps long. Il faut que... Vous savez, la principale référence, et on le lit dans la charte du Hamas notamment, ce sont les croisades. Et les croisades, pour ce qui concerne le conflit avec Israël, ils s'articulent, ou ils prennent exemple avec la trêve de Ramla en 1192, où il y avait eu un accord entre Saladin et Richard Cœur de Lion. Ça a duré ce que ça a duré. On peut faire la même chose avec Israël, mais pour eux, ils n'ont aucun doute. Un jour, les Juifs finiront par partir de cette terre comme naguère les croisés, où ils seront exterminés. Et donc, ils s'appuient sur ce temps long. Il faut donner du temps au temps. Il faut travailler les populations. Il faut clientélisés. Pour ça, souvent, ils usent de l'aide sociale. L'Égypte a du mal à se séparer d'eux parce que sans eux, ils jouent quasiment le rôle de sécurité sociale. Et ils ont fait à peu près la même chose partout où ils se sont implantés, et en France aussi, d'une certaine manière. En France aussi, monsieur le ministre, on sait que vous avez un rapport sur l'influence des frères musulmans en France. Quand est-ce que vous comptez le publier? Est-ce que vous comptez le publier? Parce que je crois que vous aviez cette intention-là. Pourquoi attendre et sans dévoiler ce qu'il y a dans ce rapport, quelle est l'ampleur de la menace en France? Je compte le dévoiler dès que ça sera possible. C'est un rapport qui avait été commandé par 3 ministres Affaires étrangères, ministre des Armées et ministre de l'Intérieur. Donc il faudra que, dans un premier temps, puisque pour le déclassifier, il faut enlever un certain nombre de noms, d'organigrammes que nos services ont pu réaliser et qui n'ont rien à faire dans le débat public. Moi, je souhaite le mettre dans le débat public parce que le problème de l'idéologie des frères musulmans, c'est qu'ils utilisent la dissimulation. Et précisément, la meilleure antidote de la dissimulation, c'est une forme de transparence. En tout cas, il faut que ce soit dans le débat public. Et j'espère que dans le courant du mois de mai, les 3 ministères se mettront d'accord et qu'on pourra précisément le publier. C'est mon souhait. Je pense que c'est absolument nécessaire. Vous savez, il fait les constats que nous faisons. Il fait ce constat, justement, que c'est très difficile de lutter contre les frères musulmans parce que la structure même n'apporte pas grand-chose, parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose, si j'ose dire. Enfin, il y a une tête, il y a un cerveau, mais on n'a pas les armes en termes de droit pénal, les armes juridiques pour pouvoir taper cette structure-là. En revanche... C'est une nébuleuse, en réalité, plus qu'une structure je pense, très hiérarchisée. Je parle sous votre contrôle. Je pense. Le rapport est quand même un peu plus précis. Le rapport nous dit qu'il y a quand même une confrérie secrète de quelques centaines, un peu plus de 1000 individus qui sont le haut de la pyramide. Mais il y a quand même cette idée d'une organisation pyramidale et ensuite, effectivement, une sorte de constellation. En revanche, on peut taper la constellation. C'est ce que nous faisons très régulièrement. Il y a notamment à Château-Chinon, où il y a un institut de formation, l'IESH, si je ne trahis pas l'acronyme, a été... L'Institut européen des sciences humaines. Des sciences humaines. Un joli nom, vous voyez. Vous dites... Il n'y a rien d'européen et rien de sciences humaines. Enfin, en tout cas, on va parler des sciences humaines, d'ailleurs, parce que c'est un lieu de... C'est ce que nous avions fait avec Averroès, d'ailleurs, quand il y a eu la rupture du contrat. Alors, le juge administratif, pour l'instant, a cassé la décision de l'État, du préfet, mais très franchement, quand on voit les reproches qui étaient faits à l'Institut, au lycée Averroès, vraiment, les bras m'en tombent. Bon, je parlais l'autre jour, j'étais dans le Gard, donc le préfet a fermé plusieurs écoles coraniques ces 2 dernières années. Donc, on parvient quand même à contenir, mais le problème, l'entrisme dans des clubs de sport,
dans d'autres associations sociales, etc. Ce qui me fait un peu peur, moi aussi, c'est que nous sommes à 1 an à peine des élections municipales, et je sais parfaitement qu'il va y avoir des volontés d'entrer dans des listes municipales avec un discours qui est très clair, et que ces gens-là vont tenir à droite comme à gauche. Écoutez, vous nous prenez 2 ou 3, et puis nous, on vous apporte un paquet de voix de nos quartiers. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est un danger qui est un danger global. Donc le rapport établit parfaitement le caractère anti-républicain, le caractère subversif, il établit la menace et il expose un certain nombre de moyens pour y remédier. Le premier de ces moyens, du reste, c'est la connaissance. Voilà. C'est la transparence. Dire les choses telles qu'elles sont dans le grand public pour que nous sommes dans une démocratie, ce soit connu, ce soit su, ce soit débattu, ce soit discuté. Justement, c'est ce que nous faisons ici. On essaie de faire œuvre de pédagogie. On va voir aussi précisément quels peuvent être les moyens de l'État au-delà du combat intellectuel. Mais pour continuer à expliquer le phénomène, M. Retailleau a parlé de l'exemple de Château-Chinon, mais il y en aurait d'autres avec un institut de sciences humaines. Est-ce qu'il y a une forme de porosité aujourd'hui entre les frères musulmans et le wokisme qu'on peut voir dans certaines universités en France? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le wokisme, à mon sens, a préparé le terrain à ce qui a ensuite... ce qui s'est passé dans les universités à partir du 7 octobre, etc. On voyait bien que dans la litanie ou la collection des minorités discriminées, les Juifs étaient exclus, par exemple. Ils étaient passés de super victimes après la guerre à super dominants aujourd'hui, sans transition d'ailleurs. Donc il y avait déjà une fibre que je ne dirais pas clairement antisémite, mais enfin qui posait question de ce point de vue-là. Dans le wokisme, il y a des choses qui sont tout à fait pensables et discutables. Tout est question de curseur, à mon avis. Mais là, effectivement, on est allé très très loin, et tellement loin d'ailleurs qu'on a fabriqué un monde qui, à mon sens, n'existe pas en réalité, et qui crée chez certains individus, peut-être pas très éduqués, ou comme ça peut être le cas dans certaines universités, un sentiment un peu... oui, d'être discriminé, obsidional, ou je ne sais pas, et on se fabrique comme ça des ennemis, et les Juifs en font partie. Donc il y a eu, le wokisme, à mon avis, a été un accélérateur, on l'a bien vu hein, dans les manifestations un peu délirantes sur la situation à Gaza, des transgenres ou des associations LGBTQ, on n'était pas à un paradoxe près. Ce qui était étonnant, parce que ce seraient probablement les premières victimes si demain sachant les frères musulmans prenaient le pouvoir. Ça rappeler que le Hamas, et ça ne se sait pas, défenestrait des homosexuels. Oui, bien sûr. Alors, et juste pour ajouter, moi je pense que le wokisme a offert un terreau, les choses sont différentes, on ne peut pas les mélanger, mais a offert, je pense, un contexte favorable avec cette idée de victimisation, cette idée de domination, et une idée très manichéenne où il y a les bons et les méchants, enfin il y a le camp du bien et le camp du mal, et ça je pense que ça alimente aussi, les deux mouvements se sont alimentés de ce point de vue. Vous n'êtes pas ministre de l'enseignement supérieur, mais je vous pose quand même la question, vous êtes ministre de l'Intérieur, comment on fait pour éviter que les universités soient noyautées? Et est-ce qu'il est bien nécessaire aujourd'hui d'accueillir des chercheurs américains qui ne seront très probablement pas des prix Nobel de médecine, puisque les crédits qui sont coupés dans les universités américaines visent précisément les départements de sciences humaines woke? Est-ce que c'est bien raisonnable de les accueillir en France aujourd'hui? Moi, je pense que dans la procédure, on a une procédure en France sur les passeports talents. Moi, je pense qu'en matière de chercheurs, en matière d'enseignement supérieur, on devrait d'abord choisir les matières dont on a le plus besoin dans un contexte national. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin beaucoup, notamment d'ingénieurs. Vous voyez, on a besoin sur les sciences dures. Parce que c'est notre intérêt, c'est à nous de choisir. C'est pas, on peut pas nous accueillir tout le monde. Il y a chercheurs et chercheurs, mais en tout cas, pour les militants, il faut distinguer. Et c'est ça le problème de l'université aujourd'hui. Qui est cette liberté, bien entendu, c'est la source bien sûr académique, c'est la source de l'université depuis le Moyen-Âge, je crois qu'on y est attaché. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre le savoir et le militantisme, l'idéologie. L'idéologie corrompt le savoir.
Et à partir de là, on ne peut pas faire avancer les choses. Donc là aussi, on a une procédure, il faut qu'elle soit suivie, et il faut qu'il y ait vraiment un choix très strict qui soit observé. Par ailleurs, sur l'université, je le dis souvent parce que nous, forces de l'ordre, quand on était confrontés à Strasbourg, Sciences Po, etc., dans des universités, à des occupations par des minorités, et moi je trouve ça terrible. Le problème, c'est que je ne peux pas, moi, avec les forces de sécurité intérieure, les forces de l'ordre, faire dégager des individus sans que le président de l'université me l'ait demandé formellement et requis la force publique. Bruno Retailleau, justement, venons-en aux solutions. Vous avez dit que la première chose, c'était le combat intellectuel et de dire la vérité, de faire les bons constats. Dans votre manifeste, vous parlez aussi de la question de l'état de droit. État de droit, selon vous, dévoyé. Est-ce qu'il faut très clairement le faire évoluer et comment pour faire face aux nouveaux types de menaces qui nous concernent? Ce que j'ai voulu dire plus généralement, parce qu'il y a deux plans. Il y a deux temporalités. Il y a la temporalité de l'immédiateté. Quand il y a une menace, il faut réagir. Donc, il faut faire la transparence, discuter, voir un peu quelles dispositions législatives on peut adopter. Bon, ça, c'est le temps court. Et malheureusement, nous sommes, comme ministres, souvent attachés très court au piquet de l'instant. Et puis, il y a les causes. Et pour moi, les causes sont beaucoup plus profondes à traiter. C'est Al-Souri, dans les années 2004 ou 5 ou 6, avait visé l'Europe parce que c'était dans l'Occident le ventre mou, parce qu'il y a un grand vide. Et quand je dis qu'on a parfois, finalement, à partir de ce que nous sommes, nous avons oublié ce que nous étions, notre propre identité, notre civilisation, mais y compris en matière de droit, on a aujourd'hui, je trouve, cédé à l'empire des droits individuels, au mépris du cadre commun, de l'intérêt général. Moi, je l'éprouve souvent. Quand, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme m'interdit de renvoyer des individus qui sont dangereux, qui ont pu même commettre sur le sol français des crimes, parce que si je les renvoie dans leur pays d'origine, ils pourraient risquer de ne pas avoir un procès équitable. On voit bien que là, il y a un cadre juridique qui est devenu fou. C'est écrit nulle part, si j'ose dire. Ce sont des jurisprudences qui nous imposent cet état de fait. Et moi, je pense qu'il faut, là encore, j'ai beaucoup aimé l'expression du curseur. Quand j'étais parlementaire, dans les années 2010, je présidais un groupe au Sénat, et il a fallu que le curseur, on le déplace. Il y a deux pôles. Il y a la sécurité, la protection des Français, c'est ma mission comme ministre de l'Intérieur. Et il y a la liberté. Et il y a liberté, les libertés publiques. Eh bien, quand il y a une menace, on doit être capable justement de faire varier ce pôle. Or, aujourd'hui, on est embarqué, pas seulement par la CEDH, mais parce qu'on appelle... La justice administrative, vous parliez d'Averroès tout à l'heure, le lycée Averroès. Comment on fait pour éviter ce type de décision? On est embarqué dans un mouvement qui exalte les droits individuels au mépris du droit collectif. Donc je pense, moi, qu'il faudra revoir un certain nombre de choses. Alors là, je parlais par exemple de la question migratoire. Je pense qu'il faudra changer de constitution, pas changer de constitution, mais la constitution, notamment sur l'article 11, pour permettre aux Français de se prononcer sur la politique migratoire, parce que dès lors qu'il y a une décision référendaire, le Conseil constitutionnel n'y touche pas. Elle s'impose comme la norme. Donc je pense que c'est ce que j'ai voulu dire. Il faut faire en sorte qu'on articule mieux l'état de droit et la souveraineté nationale, la majorité. C'est la question de la démocratie. Jacques Julliard avait une très belle expression, il avait parlé de la démocratie sans le peuple. Donc là encore, curseur, équilibre. Il est évident que la majorité, c'est-à-dire la souveraineté nationale, ne peut pas écraser le droit, y compris le droit des minorités. Mais à l'inverse, le droit ne peut pas méconnaître la volonté de la démocratie. Donc c'est un équilibre qui est fondamental et il faudra, je pense, dans les années prochaines, je pense que ce sera une des grandes questions de 2027. Exactement. Est-ce que ça sert à quelque chose de vouloir le pouvoir si le pouvoir n'a plus le pouvoir ? Or, aujourd'hui, les gouvernements sont souvent ligotés par ces jurisprudences qui sont sorties même des traités et qui sortent parfois de la Constitution ou des écrits ou des jurisprudences qui sont très créatives finalement et qui font le droit. Donc, séparation
L'état de droit, c'est quand même la séparation des pouvoirs. Donc voilà, le juge interprète la loi, mais ne fait pas la loi. Il peut se contenter même d'être la bouche de la loi, ce qui est l'esprit des instituts. Comme disait Montesquieu, c'est exactement. Absolument. Mickaël Prazan, vous avez observé le combat contre les frères musulmans dans d'autres pays. Comment ça s'est passé dans d'autres pays? Est-ce qu'on peut s'en inspirer, ou est-ce que justement il faut éviter de s'en inspirer parce que placer le curseur là où l'a placé par exemple l'Égypte, on suppose que pour la démocratie c'est pas la meilleure chose à faire, mais effectivement, comment vous vous situez dans ce débat sur l'état de droit? Est-ce qu'il y a malgré tout des choses à apprendre des pays qui ont affronté encore plus durement les frères musulmans que nous? Il est sans doute plus facile de le faire dans des pays qui sont déjà musulmans. Enfin, on a vu là que les Émirats arabes unis, par exemple, la Jordanie. Donc là, il y a à la fois une aisance à distinguer, si on veut, le bon grain de l'ivraie, et en même temps des mesures qui sont plus répressives que cela ne pourrait l'être en France, parce que le droit n'est pas le même. Je me souviens que dans le courant des années 2010-2015, la Grande-Bretagne a mis les frères musulmans sous surveillance. Ça n'a pas accouché de grand-chose. Vous savez, quand j'étais au Caire, donc les frères musulmans sont aujourd'hui présents dans 80 pays à peu près, voire un peu plus dans le monde, et je discutais avec les membres du bureau de la guidance. Le bureau de la guidance, c'est 15 personnes qui dirigent à la fois nationalement en Égypte, mais aussi les directives internationales de ce qu'est la confrérie, et je voyais bien qu'ils étaient très marqués par leur culture, par leur environnement immédiat, et je leur demandais, mais comment vous faites avec les pays qui ne sont pas musulmans ou majoritairement musulmans? Et ils me disaient, nous sommes des pragmatiques, nous ne savons pas comment faire dans ces pays-là, donc nous déléguons la marche à suivre aux gens qui sont des nôtres et qui, eux, sont nés dans ces pays et savent comment faire. Donc ce sont aussi des pragmatiques. Et on peut évidemment démanteler le réseau associatif en France constitué, et c'est pas une mince affaire, hein. Il y a beaucoup d'associations. Je rappelle d'ailleurs que la RAMF, qui est ce grand rassemblement du Bourget tous les printemps des frères musulmans, avec son pendant à Lille, rassemble 100 000 personnes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, mais très rapidement, ils trouveront la parade pour être beaucoup moins visibles, identifiables, et délivrer ce même discours, ce qui est déjà en cours actuellement. Mais je voudrais aussi vous donner peut-être un témoignage personnel qui est loin des frères musulmans, parce que moi-même j'ai été prof en banlieue pendant une dizaine d'années, et je me souviens qu'à l'époque on nous disait l'école est la solution. Eh bien moi je pense que l'école est aussi fait partie du problème. Je me souviens de manuels scolaires Hachette en 2005, où vous aviez un discours de Ben Laden qui était présenté comme le nouveau Che Guevara. Et c'est pas Hachette, c'est pas non plus, si vous voulez, des ouvrages de contrebande, avec des marqueurs antisémites contre Bernard-Henri Lévy, très clairs, avec d'ailleurs des approximations ou des erreurs historiques concernant ce point en particulier. Je me souviens que quand je surveillais le bac français, alors il y a cette prédation idéologique qui s'exerce sur les élèves, et ces manuels dont je parle, c'est pas des manuels de classe générale, c'est des manuels de classe technique. Dont les classes, en tout cas quand j'y étais non pas majoritairement, mais exclusivement composées de minorités. Et lorsque je surveillais le bac français d'une de ces classes, on avait donné en lettres le texte de la chanson Lily de Pierre Perret, pour qui j'ai un immense respect, mais enfin, ça donnait quand même un sentiment d'une France raciste, d'une exclusion par nature de ces élèves. Tout ça nourrissait du ressentiment, et je le disais à Monsieur le Ministre avant d'entrer, lorsque ensuite nous surveillions, nous corrigions les épreuves du bac français, on était enfermés dans une salle pendant toute une journée, et à la fin de la journée, parce que j'étais en Seine-Saint-Denis, quelqu'un entrait dans la salle et mettait, sans dire un mot au tableau, +4. Donc on leur a menti, si vous voulez. On leur a menti durant toute leur scolarité, tout ça pour ne pas baisser dans les classements mondiaux
de l'école. Et puis après, évidemment, il n'avait pas d'autre issue parce qu'il n'avait pas le niveau pour aller, disons, dans des secteurs prestigieux de l'université. Et il se déversait ensuite dans les instituts ou les départements de sociologie, où là, on en remettait une couche, si vous voulez, sur la victimisation, sur une certaine politisation de la vision des choses, du monde et de la France en particulier. Donc, on ne peut pas faire comme ce que fait Trump, ce qui est absolument intolérable avec Harvard ou autre, mais il y a la matière à penser sur la manière aussi dont on veut éduquer nos enfants, nos élèves, et nous voulons tous faire société. Et tout cela crée en réalité des divisions en notre sein, dans nos sociétés, qu'on aimerait voir non pas séparées, communautarisées, mais enfin unifiées et vivre en harmonie. Alors, il nous reste 50 secondes. Monsieur le ministre, est-ce que l'école fait partie du problème? Et enfin, peut-être si on a le temps, est-ce que cette question des frères musulmans est aussi indissociable de la question de l'immigration? Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait sans doute un référendum sur l'immigration. Ce que je veux dire simplement, pour conclure, l'école, bien entendu, il faut traiter les causes. Et je pense que les deux grandes causes, il y a une responsabilité qui est la nôtre. C'est le vide que nous avons laissé et dans lequel s'est engouffré le totalitarisme islamiste, un vide. On a donné comme modèle un modèle consumériste, très matérialiste, qui ne donne pas de sens. Et je pense que chez beaucoup de jeunes, ça pose un problème. Il y a donc le vide qu'on a laissé et la haine de soi. On a tellement dit, en classe et ailleurs, à plein de jeunes, à cette nouvelle génération, y compris d'ailleurs, mais pas que, issus de l'immigration, que la France, pour être aimable, devait d'abord se reconnaître coupable. Là encore, je crois que c'est Julliard, disait, voilà, cette histoire qu'on a offert à ces jeunes, qui était une histoire lacrymale et pénitentielle. Comment voulez-vous attirer à nous ces jeunes qui sont sur la voie parfois de la sécession, en leur disant que la France, c'était abominable? Donc il y a un réarmement culturel. Et c'est là que, si on veut traiter les causes, c'est comme cela qu'on affrontera le mieux l'islamisme, en nous renforçant nous-mêmes, sans leur laisser ce vide, et en arrêtant ces espèces de rites pénitentiels où, à chaque fois, on nous objecte que la France est ce qu'il y a de plus abominable, que le monde est produit, alors que non, la France est belle, et qu'on a offert au monde entier les plus grandes conquêtes philosophiques, artistiques, etc. etc. Merci Bruno Retailleau, merci Mickaël Prazan, c'était passionnant. Merci d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro d'Esprit Libre.